Jean-Luc Mélenchon a été invité sur BFM TV pour réagir à une décision récente du gouvernement concernant le découvert bancaire. Selon lui, cette mesure découle d'une directive européenne sur les crédits à la consommation, initialement pensée pour limiter le surendettement. Mais il estime que sa mise en œuvre en France change profondément la nature du dispositif, puisque le découvert bancaire serait désormais considéré comme un crédit à la consommation. Au point de départ, c'était une directive européenne, c'est passé au Parlement européen et ça concernait les crédits à la consommation. Donc on peut parfaitement comprendre qu'il y a une politique pour dire attention au surendettement. D'autant que la finance mondiale est en ce moment très fragile et ça va tourner à une catastrophe. Mais bon, bref. Là-dessus, ça arrive en France, ça arrive à l'Assemblée nationale, on en discute. Les députés insoumis présentent une demande d'abrogation de la proposition qui est faite par l'Europe parce qu'ils craignent justement que ça soit utilisé pour autre chose. Et c'est ça qui se passe. On a aussitôt une décision qui là vient du gouvernement et par ordonnance qui fait du découvert bancaire un crédit à la consommation. Alors là, ça va plus parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, qui n'ont jamais de découvert, un découvert, c'est une situation, ça vous arrive un mois, pas forcément le suivant. Et si ça vous arrive plusieurs mois de suite, il y a une solution, il n'y a qu'à augmenter les salaires. Et vous verrez, il n'y aura plus de découvert bancaire. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas pareil d'avoir un découvert à la fin du mois que de dire, tiens, j'achète, je ne sais pas quoi, moi, une voiture de luxe ou une immense... Ça n'a rien à voir. Le découvert bancaire, c'est ce qui permet aux gens d'assurer la continuité. Voilà. Alors, tout ça est tellement absurde, on se dit, on peut avoir une décision qui l'annule. Et si on annulait ça, eh bien, ça facilite la vie des gens, ça fout la trouille de savoir qu'on n'a plus le droit à un découvert bancaire. Mais ça sera en novembre prochain. Donc, entre maintenant et novembre, on a le temps de mener la lutte. C'est pourquoi Clémence Guettet a pris l'initiative de faire cette pétition. Et moi, je viens, comme tous les autres insoumis partout dans le pays, distribuer des tracts. Ce matin, Sébastien Lecornu est encore Premier ministre. Est-ce que le spectre de la censure s'éloigne et aussi celui de la dissolution Là, ça dépend plus de nous, les insoumis, puisque de toute façon, nous sommes décidés à déposer la motion de censure. Mais il semble que les socialistes d'un côté, mais aussi le Rassemblement national, n'aient pas envie qu'il y ait censure pour que ça ne fasse pas tomber le gouvernement, je pense. Alors là, bon, voilà, ça dépend d'eux. C'est eux qui tiennent en vie ce gouvernement et M. Macron. Mais je crois que beaucoup de Français peuvent se dire « Ah, mais comment ça se fait, les insoumis, encore la censure ?» Bah oui, encore la censure, c'est les gens. Vous n'avez qu'à regarder ce qu'il y a dans le budget. Vous pouvez avoir froid dans le dos, hein. Donc, si on fait tomber le gouvernement, ça veut dire que c'est pas cette politique-là qui s'appliquera, ni celle sur la sécurité sociale, qui est extrêmement cruelle. Hein. Je ne sais pas quel est le type qui a inventé d'aller taxer les indemnités quotidiennes des gens qui sont en soins de longue maladie, vous voyez, notamment pour le cancer. Bon, voilà où on en est, mais on va faire notre devoir, et puis après, c'est la démocratie, que voulez-vous, hein, c'est l'Assemblée nationale qui décidera. Mais comment vous voulez convaincre les socialistes qui sont engagés dans visiblement une tentative de compromis avec le gouvernement sur le budget? Comment vous voulez convaincre de voter la censure? On pense que les gens sur le terrain, ils peuvent beaucoup, parce que la direction du Parti socialiste, le premier secrétaire, M. Hollande, M. Vallot, c'est une chose. Mais des socialistes, je veux dire que comme tout le monde, quoi, qui ont un budget familial, qui ont des malades à la maison, eux, ils ne sont pas d'accord avec cette politique-là. Donc je compte sur la base socialiste. Sur BFM TV, Dominique de Villepin n'a pas mâché ses mots. Interrogé sur l'affaire Nicolas Sarkozy, il a livré une réponse directe, froide et profondément républicaine. Selon lui, il ne faut pas confondre les rôles. Je cite « Nous ne parlons pas d'un ancien président, mais d'un justiciable ». Une phrase lourde de sens qui remet les choses à leur place. Villepin rappelle que la justice doit être la même pour tous, qu'on ait été président ou simple citoyen. Mais il va plus loin. Sans citer directement les noms, il dénonce cette dérive politique où certains, à droite comme ailleurs, cherchent à influencer ou relativiser les décisions de justice. Il parle d'une confusion dangereuse qui mine la confiance des Français dans leurs institutions. Le 10 novembre, précisément, Nicolas Sarkozy connaîtra la date de sa remise en liberté. Est-ce que vous considérez, comme certains de ses soutiens, que la place d'un ancien président ne peut pas être en prison?
Mais nous ne parlons pas d'un ancien président, M. Fauvel. Nous parlons d'un justiciable qui a à répondre devant la justice et qui a été condamné. Condamné, présumé innocent, en attente d'une éventuelle condamnation ou au contraire innocence. Donc ne mélangeons pas tout. Donc vous ne partagez absolument aucune de ces attaques contre la justice. Je ne fais pas partie des responsables politiques qui s'adonnent au mélange des genres. On peut avoir des relations personnelles, des relations d'amitié avec l'ancien président de la République. Et pour autant, il y a une décision de justice. Cette décision de justice... Vos relations avec Nicolas Sarkozy, elles ont souvent été, je parle encore une fois d'une époque ancienne, très tendue, très conflictuelle. Mais ça n'y est pour rien. Ce que vous nous dites ce soir, vous mettez de côté vos désaccords politiques. Mais je suis sur les principes. Oui. Je suis sur les principes. J'ai, en ce qui me concerne, suffisamment souffert de tout cela et j'ai tourné la page. Il y a des principes dans notre République. Vous savez, tout est lié. Les principes républicains, quand on commence à les déboulonner, on change de République, on dénature cette République. Il faut donc être lucide et conscient. Nous avons eu ce débat autour de Marine Le Pen. Nous avons aujourd'hui le débat autour de Nicolas Sarkozy. Et les Français ne peuvent pas ne pas avoir le sentiment d'un deux poids, deux mesures. C'est catastrophique pour la République, c'est catastrophique pour la démocratie. Et qui plus est, quand on est un ancien président de la République, on a un devoir d'exemplarité. Donc, ne mélangeons pas les choses. Il y a un appel qui aura lieu dans les prochains mois. Oui. Ce sera un rendez-vous important. Mais je crois que tout ce qui vient créer de la suspicion, tout ce qui vient créer du doute est mauvais pour la démocratie. Et de ce point de vue-là, nous devons être comptables des gestes, des paroles qui sont les nôtres, de façon à être exemplaires. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, a rendu visite à Nicolas Sarkozy en prison. Il a expliqué qu'il le faisait pour aller vérifier sur le terrain les conditions de sécurité de l'ancien président. Est-ce que vous trouvez qu'il y a dans cette visite matière à polémique ou est-ce que vous considérez que c'est son rôle ? Je ne mets pas en doute la bonne volonté et les intentions de Gérald Darmanin. En ce qui me concerne, je pense qu'effectivement, il y a le risque qu'une telle démarche soit mal interprétée. Donc il faut... C'est-à-dire comme une forme de pression ? C'est un risque. Vous savez, la responsabilité, elle doit s'accompagner de beaucoup de réflexions. Il faut peser. Un garde des Sceaux, il doit peser ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Bon. Gérald Darmanin a décidé de rendre visite, une réunion s'est même tenue avec le directeur de la prison. Est-ce que tout ceci est opportun ? Je n'en suis pour ma part pas sûr. Vous ne l'auriez pas fait, vous, dans de telles circonstances ? Je crois qu'il faut être économe dans ces situations-là et éviter tout ce qui peut s'apparenter à une interférence susceptible d'être mal comprise. Je voudrais qu'on reparle de votre famille politique. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore votre famille politique, non, les Républicains. Je ne suis pas membre des Républicains. Mais ça reste votre famille de près de loin, c'est l'endroit où vous seriez le plus à l'aise ? Non, je suis un gaulliste et donc je ne suis pas aux Républicains. Bon, Bruno Retailleau ne fait plus partie du gouvernement, ça ne vous a pas échappé. 6 ministres LR font partie du gouvernement Lecornu et ils ont été suspendus du parti. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les Républicains sont dans la majorité ou dans l'opposition ou, j'allais dire, est-ce que vous en fichez complètement ? Si vous me passez l'expression. J'observe le jeu politique. Ça a été votre famille. Ça ne l'est plus aujourd'hui, mais ça a été votre famille. J'observe le jeu politique et je constate quoi ? Je constate que malheureusement, les Républicains sont en train de se diviser sur des stratégies personnelles, électorales, de futures candidatures à la présidentielle entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Que Bruno Retailleau, en fonction, n'a pas montré qu'il était capable de joindre la parole à l'action. Beaucoup de rodomontades, beaucoup de promesses. On l'a vu sur l'Algérie, on l'a vu sur la sécurité, on l'a vu sur l'immigration. Mais au bout du compte, le sentiment qu'on peut avoir les Français, c'est que cela ne s'est pas traduit par la mise en place de politiques publiques susceptibles de répondre à l'inquiétude des Français. Regardons la situation de la sécurité en France, elle ne s'est pas améliorée. Vous savez, la politique publique, c'est quelque chose de sérieux. Il faut une vision, il faut des outils et une capacité à coordonner l'ensemble des hommes, des acteurs sur le terrain. Tout ceci n'a pas été fait. Pourquoi ? Parce que les Républicains, à leur tête, ont cédé à la tentation qui est celle du Rassemblement national tous les jours, qui n'est pas de faire de la politique avec le réel, pas faire de la politique avec l'État, mais de faire de la politique avec de la déclaration, avec des anathèmes. Là, vous parlez de Bruno Retailleau ? Oui, je parle de Bruno Retailleau. Il fait la même chose que le RN. Mais il est dans la foulée
du Rassemblement national. Et si aujourd'hui ils sont dans un passage à vide, c'est bien parce que la crédibilité des Républicains est en train de s'affaisser. Mais il n'est pas le seul. Quand Édouard Philippe vote une résolution sur l'Algérie, on voit bien qu'il emprunte le pas de mouvements identitaires qui ne sont pas conformes à la philosophie qui est la sienne. C'est une forme de démission de la classe politique, de course à la reconnaissance, de volonté d'obtenir facilement l'acquiescement des Français. Mais vous savez, les Français, au bout du chemin, ils savent qui est capable de tenir son rang, qui est capable de défendre leurs intérêts. Imaginons, parce que c'est une nécessité, puisque nous allons bientôt démarrer une campagne présidentielle. Vous imaginez ceux qu'on a cités demain faire face à Donald Trump, faire face à Vladimir Poutine ou au président Xi Jinping. Vous imaginez Jordan Bardella dans la cour des grands. Est-ce que les intérêts de la France sont défendus? On voit bien qu'Emmanuel Macron a aujourd'hui du mal à tenir son rang. Il est en grande difficulté dans la capacité à défendre nos intérêts, même s'il y a des points qu'il faut saluer, et en particulier la reconnaissance d'un État palestinien. Vous voulez dire un homme qui a de l'expérience, du vécu mais la politique pour arriver à l'Élysée en 2027 On ne s'amuse pas avec la politique. À 2 ans, on peut être tenté de dire « je voterai pour le RN, je voterai pour tel et tel aux Républicains ». Mais la réalité du pouvoir, c'est qu'au bout du compte, c'est le destin de la France.